France Info et France 24 présentent Bonjour, il occupe le devant de la scène depuis 2 décennies. Comme Poutine ou Netanyahou, Recep Tayyip Erdogan fait partie de ces figures qu'on pense indéboulonnables. Et pourtant, il joue en ce moment même son avenir politique. Les électeurs turcs sont appelés aux urnes et il pourrait bien être poussé vers la sortie. Fin de règne pour celui qui se serait bien vu en nouveau sultan. Avec nous pour y répondre aujourd'hui, la spécialiste de la Turquie, Nora Seni. Mais d'abord, retour sur ces images impressionnantes. 1,5 million de supporters d'Erdogan réunis à Istanbul. Le dirigeant turc qui a tenté jusqu'au bout de mobiliser ses partisans, comme nous le montrent ces images commentées pour France Télévisions par Agnès Varamian. Une marée humaine, le drapeau national turc et une ferveur pour celui que ses partisans adulent, Recep Tayyip Erdogan, plus combatif que jamais. Êtes-vous prêts pour le 14 mai? Êtes-vous prêts pour une victoire écrasante? Mais sur la scène, le tout-puissant chef d'État sait que cette fois, il peut perdre, que malgré les apparences, il est affaibli. Depuis 20 ans, Erdogan a bâti, il a modernisé son pays. Dans ses meetings, la vidéo qui vante ses réalisations est son meilleur atout. La Turquie est un paradis grâce à lui. Et pour symbole de cette nouvelle Turquie, Erdogan se construit un palais de 1000 pièces, digne d'un sultan. Ce palais, c'était pour lui une façon de montrer que, regardez, moi, le petit homme du peuple, où j'en suis arrivé. Je vous redonne une forme de fierté. Mais aujourd'hui, le pays est bien loin de la prospérité. Crise économique. Vous voyez ce fromage? C'est du luxe maintenant pour moi. Erdogan, fragilisé aussi par le séisme de février dernier, 55 000 morts. Dans ces régions, la colère gronde contre le président candidat. En 20 ans, Recep Tayyip Erdogan a aussi réislamisé la Turquie. Sa fierté, la reconversion en mosquée de la basilique Sainte-Sophie, au cœur d'Istanbul. Il assiste à la première prière. Le prêche est sur l'oppression de l'islam. L'armée ottomane est de retour. Le pape a bien intérêt à protéger son Vatican. Mais l'islamisation a clivé la société. En utilisant de plus en plus l'islam, y compris de façon très politique, il a fini par pousser une partie de la jeunesse à rejeter cette religion. Erdogan ou 20 ans de pouvoir d'une main de fer. En 2016, un coup d'État faillit le renverser. En direct à la télévision, il promet de punir les putschistes. C'est le temps des purges. 150 000 fonctionnaires, journalistes, avocats arrêtés, jugés. Aujourd'hui, une partie du pays étouffe. C'est un dictateur. On ne peut pas s'exprimer librement dans ce pays. Erdogan n'a pas dit son dernier mot. On aurait tort de sous-estimer celui qui aura marqué la Turquie de son empreinte. Nora Seni, on est face à un dictateur, comme le dit cette militante de l'opposition? C'est difficile d'y répondre, si c'est vraiment un dictateur. Longtemps, quand on parlait de la Turquie, on a parlé d'une dérive autoritaire. Et puis, c'est devenu le pays incontournable après la guerre Russie-Ukraine, avec le concours de la Turquie du point de vue des livraisons d'armement, etc. Ce que je pense, moi, c'est que ça ressemblait beaucoup quand même à un totalitarisme. Et c'était un mot imprononçable pour différentes raisons, parce que ça renvoie à un modèle dont, en effet, il n'y a pas tous les éléments, ne sont pas. Puisque c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Erdogan préserve cette image d'élection qui se passe conformément à ce qui doit se passer dans un pays démocratique. Oui, parce qu'on a encore une opposition digne de ce nom, au point même de menacer aujourd'hui Erdogan. Exactement, on a une opposition
mais on n'a plus de presse, on n'a plus de médias autonomes qui ne soient pas sous le contrôle du clan Erdogan. On a des pressions sur l'université, sur les universitaires. On n'a plus confiance dans les tribunaux. Voilà, des choses qui ressemblent... Je ne sais plus ce qu'il fallait, à part les élections et quelques petites poches de liberté, et surtout la résilience de la société turque. Je ne sais plus ce qu'il fallait pour que ça coche toutes les cases d'un totalitarisme, si vous voulez. Mais c'est très discutable de ce point de vue-là. Alors justement, qui sont les deux principaux candidats, Gilles Papin? Recep Tayyip Erdogan aura face à lui Kemal Kılıçdaroğlu. L'histoire de la Turquie se confond aujourd'hui avec son président, Recep Tayyip Erdogan. 69 ans, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, d'abord comme Premier ministre entre 2003 et 2014, puis comme président depuis 2014. C'est l'ancien maire d'Istanbul et son parti politique, c'est l'AKP, le parti de la justice et du développement. C'est un parti islamo-conservateur. Par contre, on connaît beaucoup moins son principal concurrent, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans. Lui, c'est un économiste, ancien haut fonctionnaire, mais ça fait tout de même 20 ans qu'il est en politique. Son parti, c'est le CHP. Le Parti républicain du peuple, c'est le parti fondé par Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne. Pour cette campagne présidentielle, il a créé l'Alliance de la Nation. C'est une coalition de 6 partis politiques très hétéroclites où l'on retrouve des sociodémocrates, des nationalistes et des islamistes, et puis les Kurdes du HDP, le Parti démocratique des peuples. Au cours de cette campagne, Kemal Kılıçdaroğlu a fait une révélation. Il a annoncé qu'il était issu de la communauté religieuse, les Alevis. C'est une minorité religieuse opprimée en Turquie qui représente entre 15 et 25 millions de personnes, soit un quart de la population turque. C'est une annonce donc qui pourrait avoir une influence sur le scrutin présidentiel où sont attendus 62 millions d'électeurs. Ça aura une incidence, Nora Seni. Qu'est-ce qui fait pour une fois qu'un candidat menace Erdogan, que ce Kemal Kılıçdaroğlu a réussi à unir l'opposition malgré ce que certains désignent comme un manque de charisme, malgré sa foi à Lévi? Sa foi à Lévi, il l'a retourné. Ça aurait pu être un désavantage, mais il a brillamment, je dois dire, retourné l'affaire. Et la rupture du tabou... Considéré comme hérétique quand même par les musulmans les plus durs, on va dire. Oui. Mais de toute façon, ce n'est pas de là que viendront les voix pour Kılıçdaroğlu. Par contre, c'est un message de pluralisme. C'est un message de fin de... Le seul citoyen acceptable aux yeux de Erdogan, c'était le sunnite mâle, on va dire pour aller vite, et pas les chiites, pas les Kurdes, pas les non-musulmans, les Grecs, les Juifs, les Arméniens, etc. Donc c'est un message de pluralisme. De ce point de vue-là, il a gagné le cœur des intellectuels, des lettrés, des laïcs. De ce point de vue-là, c'est formidable, non. Et puis, sur le manque de charisme, cette campagne s'est déroulée avec un carburant, l'espoir. L'espoir et la joie. C'est une note qu'a donnée au départ le maire actuel d'Istanbul, İmamoğlu, quand il a gagné les élections pour Istanbul en 2019 et que les résultats ont été annulés par Erdogan, ça ne fait rien. Il est venu les bras en l'air comme ça en disant « tout va être très bien, tout va être magnifique ». Et ça, c'était un peu, ça paraissait peut-être grotesque, mais ça s'est avéré extrêmement payant. Ça a été le carburant de cette campagne aussi. L'espoir, la conviction de gagner et pour les jours meilleurs, la joie avant le verdict. L'espoir et la joie, les Turcs en ont bien besoin face à une économie ô combien mal en point, Ludovic de Foucault. Vous qui êtes à Istanbul pour France 24. Ici à Istanbul, l'économie est vraiment au centre des préoccupations des électeurs parce que le coût de la vie a explosé ces dernières années. Alimentation, logement, transport, tout augmente. Les Turcs se privent et vivent de plus en plus à crédit alors que la valeur de la monnaie continue de chuter.
Les premières années de boom économique de l'AKP semblent loin. La classe moyenne qu'Erdogan a fait émerger s'appauvrit et les inégalités se creusent. Les 10% les plus riches de la population turque détiennent désormais 67% de la richesse nationale. Dans le sud du pays, le système généralisé qui a favorisé la construction de bâtiments de mauvaise qualité et la gestion jugée trop lente des secours après les tremblements de terre de février peuvent aussi faire perdre à l'alliance au pouvoir des électeurs qui lui étaient fidèles. Dans un pays où les clivages politiques semblent figés, chaque voix compte. Et si la base du président reste importante, elle est moins solide qu'il y a encore quelques années. Le dernier sondage de l'Institut Konda, qui a toujours fait des prédictions plutôt justes, montre que le candidat de l'opposition se détache légèrement en tête de la course. Et après le retrait d'un troisième candidat, de plus en plus de Turcs évoquent désormais une victoire de l'opposition dès le premier tour. La Turquie qui fait fuir les investisseurs, la Turquie dans le peloton de tête de l'inflation mondiale. Nora Seni, qu'est-ce qui explique ce retournement d'un pays qu'on citait en exemple pour sa croissance économique, voilà encore une décennie? C'est les mauvais choix d'un président qui ne croyait plus qu'en sa propre parole et qui a pris des décisions, surtout concernant l'action de la Banque centrale. Il a changé 3 fois de directeur de Banque centrale pour pouvoir obtenir des taux d'intérêt extrêmement bas. Malgré l'inflation. Malgré l'inflation. Donc, il a insisté là-dessus et la monnaie turque a chuté, comme vous le savez. Et puis, les prix en galopent aujourd'hui et insécurisent énormément la population. Pourtant, la Turquie s'est bel et bien transformée au niveau de ses infrastructures. Absolument. En 2 décennies de l'AKP. C'est indubitable. Indubitable. Erdogan a fait naître, a fait émerger une classe moyenne qui est devenue prospère et qui constitue son électorat principal. Mais à partir d'un certain moment, voilà, c'est à partir de ces mauvais choix, la crise économique aussi desservie par la crise du Covid, la crise financière, les crises financières, ont eu raison de leur... Puis le séisme. Oui, que révèlent justement ces immeubles qui s'effondrent dans le sud du pays, bâtis, dit-on, à la va-vite, quoi, le clientélisme, la corruption? Absolument, le clientélisme, corruption, il y a toute cette... Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette émergence de la classe moyenne reposait beaucoup sur une politique du logement. Donc, tous les quartiers paumés autour d'Istanbul, mal desservis, se sont résorbés dans des villes nouvelles. C'est cet électorat qui doit absolument tout à Erdogan. Pas seulement, d'ailleurs, les avantages économiques et sa prospérité économique, mais surtout la reconnaissance en tant que population peut-être pas très cultivée, peut-être pas très à l'aise, mais dans la continuité culturelle avec Erdogan. Une continuité, évidemment, cette continuité a pour base la religion, l'islam, mais pas seulement, c'est un mode de vie et ils ont été assignés à un mode de vie par Erdogan et ils ont accepté ça allègrement. L'émergence d'une classe moyenne, c'est justement ce qu'on a cessé de mettre en avant tout au long de la campagne Recep Tayyip Erdogan. En témoigne par exemple ce clip de campagne qui vante la première voiture SUV électrique fabriquée en Turquie. En voici un court extrait. Umutla yorulduk, kalktık ve doğrulduk, yeniden var olduk, doğruya doğru. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli, istikamet belli, doğruya doğru. Asla diz çökmedik, doğruya doğru. Mesele Türkiye, doğruya doğru. Et le monde dans tous ses états continue dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent
Suite du monde dans tous ses États. Et si la Turquie était prête à tourner la page Erdogan, pensez donc 20 ans de pouvoir. On continue d'en parler avec vous, Nora Seni. Ces élections, elles sont décisives pour Erdogan, mais aussi pour le monde qui regarde avec anxiété du côté de la Turquie. On voit ça avec Alban Mikogzi. C'est enjeu de pouvoir pour France Télévisions. Un pied en Orient, l'autre en Occident. Istanbul et la Turquie ont toujours été des points de rencontre entre les deux mondes. Recep Tayyip Erdogan est à cette image. Parfois, il est médiateur efficace. Parfois, il provoque délibérément des tensions. Désormais plus proche de la Chine que de l'Europe, il veut rester au centre du jeu. L'Ukraine et la Russie sont tous les deux nos voisins et ils sont nos amis. Nous sommes très tristes que la crise entre eux ait tourné à la guerre. Des dizaines de tonnes de céréales ukrainiennes et russes traversent le détroit du Bosphore. L'accord tient sans trop d'accrocs. C'est la grande réussite de la diplomatie turque. Erdogan a la confiance de Poutine et celle de Zelensky, le prix de son indépendance affirmée. Recep Tayyip Erdogan et la Turquie ont condamné de manière très ferme l'invasion et en même temps ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention d'appliquer les sanctions contre la Russie. Dans ce dossier, son action diplomatique a été saluée par le monde entier. Vous avez fait un super boulot. Merci. Grâce à votre médiation, nous sommes allés de l'avant. Merci. L'envers du décor, c'est son intransigeance. Membre de l'OTAN avec 31 autres pays, la Turquie bloque l'entrée de la Suède dans l'Alliance, un veto sur lequel personne ne semble avoir de prise. Erdogan ne fera aucun cadeau aux Occidentaux car il estime avoir été trahi. En 2002, tout juste arrivé au pouvoir, il cherche à arrimer son pays à l'Union européenne, mais certains, notamment la France, freineront de tout leur poids. Sa relation avec Bruxelles tient du rapport de force permanent. Il a déjà obtenu 6 milliards d'euros pour retenir en Turquie 4 millions de réfugiés, mais menace régulièrement de les laisser partir. Erdogan s'est beaucoup éloigné des chefs d'État occidentaux. Il investit désormais sur les hommes forts russes, chinois et même iraniens, qui tous le soutiennent dans ses élections. Comment, Nora Seni, peut-on être à la fois membre de l'OTAN et partisan d'une reconfiguration de l'ordre moral contre l'Occident et les États-Unis, avec finalement les démocraties illibérales, voire même franchement des dictatures? C'est un coup de force, c'est un coup de... Certains trouvent ça génial. Bon, que dire? Au moment décisif, Erdogan choisit quand même l'Occident. C'est-à-dire que il s'est, par exemple, muni de ce système de défense S-400 auprès des Russes. Cependant, il ne les a jamais mis en œuvre. Je veux dire, il y a tout un système de rendre disponible cette batterie-là, et ce n'est pas le cas. Il ne le fait pas. C'est comme s'il avait stocké ça dans des hangars turcs, et puis voilà, quoi. C'était comme un avertissement adressé à ses partenaires de l'OTAN. Exactement. Oui. Par contre, ça lui a valu d'être mis hors jeu dans la livraison et la production des F-35, et ce qui était une perte financière également pour la Turquie, très importante, et aussi pour sa défense. Comment peut-on l'être? Il faut être Erdogan pour faire les deux, en effet. Aujourd'hui, même avant le début de la guerre, Erdogan avait déjà livré 80 drones à l'Ukraine, et c'est avec ces drones-là que les premières lignes de chars qui attaquaient l'Ukraine ont été élimées. Les Bayraktar. Les Ukrainiens ont fait même une chanson à la gloire des drones Bayraktar. Voilà. Tout récemment, Recep Tayyip Erdogan annonce que ses services de renseignement ont neutralisé le chef du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Lui qu'on a souvent accusé de collusion avec les mouvements djihadistes. C'est une manière de faire taire les critiques? Aussi ça, mais aussi de montrer la perfection de ces services de renseignement. Je crois que ça, c'est aussi important de montrer qu'il a des services de renseignement tout à fait performants, ce qui doit être pas faux. Une épine dans le pied de l'Europe, en tout cas. Qu'attend-on à Bruxelles de ces élections, Julien Gasparuto? Tous les regards seront tournés vers la Turquie car l'actuel président Erdogan entretient des relations plutôt tumultueuses avec l'Union européenne et l'issue de ce scrutin pourrait donc avoir des conséquences sur un certain nombre de dossiers. À commencer par la guerre en Ukraine, la Turquie joue un rôle ambigu, historiquement amie de la Russie.
eh bien, elle ménage le Kremlin en refusant de s'aligner sur les sanctions imposées par les Occidentaux. Et cette semaine encore, eh bien, Bruxelles a exhorté Ankara à ne pas aider Moscou à contourner ces sanctions. La Turquie continue également d'œuvrer au sein de l'OTAN, mais dans le même temps, elle bloque l'adhésion de la Suède, ce qui crée un certain nombre de tensions. Elle entretient des relations très houleuses avec ses voisins directs, la Grèce et Chypre. Et puis enfin, sur l'immigration, le président Erdogan a passé un accord avec l'Union européenne. Il a reçu 6 milliards d'euros pour accueillir des millions de réfugiés sur son territoire. Mais il se sert de cet accord régulièrement pour mettre la pression sur l'Union européenne en menaçant d'ouvrir ses frontières à ces migrants. Alors, dimanche prochain, si l'opposition est élue, elle promet de revenir à des relations diplomatiques plus apaisées. Elle entend même rouvrir les discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais sur ce point, l'issue du scrutin ne devrait pas changer grand-chose car les 27, eux, de leur côté, n'ont aucune envie de remettre ce sujet sur la table. L'adversaire de Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, il ne semble pas prêt à plus de compromis, ni avec la Grèce, ni avec Israël. En quoi serait-il préférable pour l'Europe? D'abord pour le ton. Oui. Ça ouvre la possibilité d'avoir un vrai dialogue, sans chantage éventuellement. Ça ne sera pas le style de cette coalition de faire des chantages. Je pense que les relations avec la Grèce, dans un premier temps, pourront s'améliorer, ne serait-ce que parce qu'ils vont pouvoir se parler de façon plus apaisée. Lui, en tout cas, s'engage à obtenir en 3 mois l'exemption des visas pour les Turcs qui souhaiteraient se rendre en Europe. C'est une promesse qui date de 2016 et qui traîne depuis. Pourquoi, justement, il y a eu toutes ces tensions entre Erdogan et l'Union européenne? Écoutez, c'est pas sans raison d'ailleurs. Au moment où Erdogan est arrivé au pouvoir, s'est ouverte la procédure d'adhésion de la Turquie en 2004-2005 et Erdogan a joué à fond le jeu. D'abord parce que ça le protégeait de l'armée. Ça lui permettait d'écarter l'armée de la vie politique, mais aussi c'était sa stratégie. Il a même multiplié les signes de son orientation nouvelle, par exemple en faisant toutes les inaugurations des nouveaux musées, des musées contemporains, d'art contemporain, etc., les plus en pointe, si vous voulez, très occidentaux. Oui. Donc, mais en 2007-2008, Mme Merkel et M. Sarkozy se sont alliés pour non seulement dire à la Turquie qu'elle n'avait pas de vocation à rejoindre l'Europe, mais ils l'ont fait de façon plutôt humiliante. Donc pour vous, l'Europe et notamment la France portent une responsabilité Absolument. Dans la dérive autoritaire d'Erdogan? On ne peut pas savoir si Erdogan allait poursuivre cette ligne stratégique, mais on ne peut pas dire le contraire non plus. C'est un homme extrêmement pragmatique. C'est une possibilité qu'il aurait pu prendre, qui aurait pu lui donner une autre stratégie au sein, dans le processus d'adhésion, si vous voulez pas. Alors, ça a été en effet quelque chose qui a braqué la Turquie et qui correspond au moment où la Turquie a adopté une nouvelle stratégie tournée vers ses voisins, zéro problème avec ses voisins, oui. etc., etc. Il y a un possible retour en arrière, d'après vous. Est-ce qu'il y a une envie d'Europe d'abord chez Kılıçdaroğlu? Est-ce que vous pensez, les Européens, prêts peut-être à rouvrir ces fameux chapitres d'adhésion? Je pense de toute façon que Kılıçdaroğlu et sa coalition seront obligés d'avoir... c'est important qu'ils aient le soutien de l'Europe. C'est crucial. Maintenant, peut-être pas sur la question des visas, mais sur le reste, ils ne vont pas pouvoir réussir sans le concours actif de l'Union européenne. Ça me paraît tout à fait évident. Donc, à bon entendeur, salut. Kılıçdaroğlu qui dirige aujourd'hui le CHP, parti créé par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, dont il revendique aujourd'hui l'héritage. Qui était-il? Voici son portrait à partir d'images d'archives. Sentinelle de l'Europe, la Turquie est née de la volonté d'un homme, Mustafa Kemal, qui entreprit de ramasser les ruines de l'Empire ottoman pour en faire une république, une nation. Sa mémoire est vénérée. La Turquie s'était endormie dans le murmure des sourates. Atatürk l'a réveillée voici 45 ans.
en la faisant d'un coup basculer dans le monde moderne. L'école, autrement dit la grande bataille de la Turquie, une bataille qu'Atatürk engagea en remplaçant d'un trait de plume l'écriture arabe par l'écriture romaine. Une bataille livrée jusque dans les villages les plus reculés. Depuis 1923, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes. La contribution féminine est surtout sensible dans le domaine de l'hygiène et de l'éducation, mais elle n'est pas exclue de certains autres domaines, moins naturellement féminins. C'est cet héritage, celui d'Atatürk, qu'entend effacer Erdogan en revenant au temps des sultans? Oui, enfin, c'est ce qui prétend. Sa ligne idéologique et sa ligne de campagne de tout temps a été d'ignorer le moment républicain et de faire une continuité, d'établir une continuité avec l'Empire ottoman dans ce qu'elle avait de plus resplendissant, Suleiman le Magnifique. Dans les images là qu'on a vues sur l'école, oui. On peut voir que l'école est mixte. Les petites filles sont ensemble avec les garçons. L'école que promeut aujourd'hui Erdogan sont des écoles non mixtes. Et ça, c'est une rupture absolument tragique pour l'avenir de la Turquie. Non seulement les écoles qui ont aujourd'hui, qui ont le poil de la bête, qui se développent, sont des écoles non mixtes, mais aussi qui accueillent des enfants de 9 ans, de petites filles de 9 ans, qui sont couvertes de foulards. Et Erdogan proclame qu'il faut bien qu'elles s'habituent à la vie de leur culture, oui. Où les hommes et les femmes ne se côtoient pas comme ça, à l'occidental. En un mot, Kılıçdaroğlu marquerait, d'après vous, un retour aux sources de la Turquie moderne? Exactement, ça c'est sûr. Ça c'est Kılıçdaroğlu. Oui. Et avec sa coalition, la coalition ressemble au mariage de la carpe et du lapin. Cependant, ce n'est pas une coalition de gouvernement. Il faut la considérer comme une coalition de transition jusqu'au changement de la Constitution pour passer à un système parlementaire. Merci Nora Seni. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet, franceinfo.fr, france24.com et évidemment la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses détails.